avec l'engagement des résistants de gauche, à commencer par le chef de la résistance extérieure. Madame de Gaulle, s'entendant dire des compliments sur ses enfants, en particulier sur ses fils, répond à cet ami qui lui disait beaucoup de bien de ses fils. Ah oui, ils me donnent bien des satisfactions, mais ils me font également beaucoup de peine. La dame a un sursaut et, dans un souffle, elle lui ajoute « Ils sont républicains ». Leclerc se vantait, maire du patelin dans lequel il habite, de ne jamais tenir des réunions du conseil municipal à la mairie, mais au château, et de ne jamais pavoiser la mairie le jour du 14 juillet. Son fils n'imagine pas un seul instant qu'il puisse y avoir la moindre pause dans le combat dans lequel son pays l'a engagé depuis le 3 septembre 1939 et qui va s'arrêter brutalement au mois de juin. Donc, l'attachement à une éducation, quelque chose qui les a choqués. Enfin, si on en croit certains critiques de cinéma commentant le film La Comte Lucien, on vous explique que si vous êtes très attentif au déroulé du film, vous apercevez qu'il s'engage dans la collaboration parce qu'on l'a refusé dans un mouvement de résistance. Ça devient très difficile à analyser. Dernier témoignage, parce que je ne vais pas vous assommer avec tout un tas d'exemples. Ayant un jour en face de moi le colonel Allaire, qui est beaucoup plus connu pour sa participation au putsch de 61, mais qui était tout de même également membre d'un maquis, je lui ai dit, bon, colonel, vous allez m'expliquer peut-être enfin comment on décide d'entrer en résistance, pourquoi il faut rentrer dans la résistance. Il me regarde à moitié amusé, et je n'oublierai jamais cet échange très rapide, mais pour bouffer, mon vieux. J'avais constaté que ma mère s'en allait toujours au moment des repas. J'ai essayé de creuser le problème, elle ne pouvait pas nourrir mon père, mon frère et moi, donc elle sautait les repas. Je me suis dit que si je montais au maquis, le problème de mon ravitaillement serait au moins réglé. Expliquez ça à des adolescents de 16 ans qui vous demandent pourquoi ils sont rentrés dans la résistance, comme on dit aujourd'hui, c'est pas très sexy. C'est pas très motivant. Je ne me vois pas bâtir un cours de formation civique sur l'idée ça simplifiait le problème du ravitaillement pour ma mère. Et pourtant, c'est peut-être ce qui a engagé un certain nombre de gens dans la résistance. Il n'y a aucune homogénéité, par conséquent. Les motivations étant distinctes, si vous y ajoutez la participation des étrangers qui se sont engagés au nom d'une certaine idée de la France pour certains, pour d'autres avec l'idée que c'était un combat qui dépassait celui de la France, mais qu'il s'agissait d'arrêter les forces du fascisme et du nazisme qui étaient tellement attentatoires à la dignité humaine qu'il était impensable de laisser le continent européen tomber sous la coupe de ces gens-là. Vous avez autant de situations que de combattants, donc j'espère que je vous ai convaincu et je n'irai pas plus loin. S'ajoute à cela les compétitions avec les alliés. Dans une très belle thèse que vous pourrez lire bientôt, parce qu'il est en train d'en rédiger la version grand public, et qu'a soutenue une jeune historienne sur les maquis, on mesure à quel point les Anglais, les États-Uniens et De Gaulle chassent sur les mêmes terres pour réussir à avoir des adhérents et des combattants. En créant là encore des rancœurs, pensez que le commando Kiefer n'a jamais été honoré d'une seule visite par le général de Gaulle, tout simplement parce que ces hommes qui ont débarqué à Ouistreham le 6 juin 1944 l'ont fait sous uniforme britannique. C'était pour Charles le Seul absolument insupportable. Ils auraient dû être sous uniforme de la France libre. Les premières légions d'honneur leur ont été accordées au début des années 2000. Je trouve quand même que c'est un peu tardif. Donc, vous avez là des choses qui sont extraordinairement difficiles et on n'hésite pas à essayer de se débaucher des gens. Il y a encore aujourd'hui des débats sur dans quelle structure exactement Madeleine Michelis a-t-elle mené son combat contre les Allemands. Tout le monde n'est pas d'accord sur son réseau de rattachement. Donc il y a là quelque chose, si vous voulez, qui conduit à distinguer deux ensembles.
La résistance extérieure, la France libre, qui essaie de constituer une espèce de contre-État, un journal officiel, un territoire, quelques éléments de l'Empire qui ont bien voulu le rejoindre, une capitale, Brazzaville, pour avoir un émetteur, parce que l'accès aux ondes de la BBC, ça se négocie pour toute intervention. C'est jamais assuré. Par conséquent, Brazzaville était une solution de secours. Ça couvrait moins d'espace que l'émetteur de la BBC. Il valait mieux émettre de Londres que de Brazzaville. Mais enfin, en cas de besoin, on aurait pu se replier sur Brazzaville. Ça, c'est une structure qui, globalement, en France, est relativement mal connue. Pour beaucoup de Français de Gaulle, jusqu'au mois d'août 1944, c'est une voie. Il y a assez peu d'images qui circulent. Et il n'a évidemment, en 1940, quand il quitte la France, pas la notoriété qu'il aura lorsqu'il va y revenir. La seule photo immédiatement accessible, c'est la photo du gouvernement dans lequel il est rentré. Comme il est sous-secrétaire d'État à la guerre, il est tout à fait au fond de la photo. Ce sont de petites photos. Personne n'est capable d'identifier Charles de Gaulle. Et puis des mouvements de résistance dont on s'aperçoit que si la démarche est toujours individuelle, ils ont quand même une coloration politique. Il y a des réseaux qui sont plus près des résistants, il y a ceux qui se réclament plutôt de l'AF, il y a jusqu'en juin 1941 quelques militants communistes qui s'engagent après juin 1941, c'est tout le parti qui bascule, et là vraiment la résistance change et de nature et de... Il y a tout un tas d'éléments que l'entrée du PC va faire changer, mais on retrouve quand même des tonalités où on peut à peu près identifier de façon beaucoup plus floue que dans les structures politiques d'avant-guerre les familles de pensée idéologiques qui structurent la vie politique française. La raison est simple. Comment vous recrutez des copains pour un réseau? En allant voir des gens d'abord en qui vous avez toute confiance, parce que quand même c'est votre peau, que vous allez engager, en leur disant que vous êtes engagé, en leur demandant de venir. Vous engagez la leur, mais en leur disant que vous en êtes, vous engagez aussi la vôtre. Donc, on ne se confie pas à n'importe qui. La résistance a perdu beaucoup de ses premiers militants, parce que le français étant une grande gueule, si vous me passez l'expression, dans les premiers mois de la guerre, les gens aux terrasses de café n'hésitaient pas à dire à des copains, tiens, tu connais la dernière? Je suis rentré dans un mouvement de résistance sans se demander si le gars qui était derrière avec son manteau en cuir noir et son chapeau très élégant, là, n'était pas quelqu'un qui cherchait à savoir un peu qui il avait dans la table devant. Après, il ne restait plus qu'à filocher les gens pour pouvoir les arrêter. Donc, des gens en qui vous avez confiance, des gens que vous avez l'occasion de rencontrer un peu ailleurs qu'au travail, et c'est forcément le gars qui milite avec vous dans un mouvement politique, dans une organisation syndicale, et donc d'une certaine manière, vous reconstituez des liaisons qui étaient des liaisons de loisirs au service du combat que vous entendez mener pour la libération du pays. Ces groupes vont eux-mêmes être toute la guerre, durant toute la guerre l'objet de sollicitations de la part des Alliés, et ils vont jouer le jeu de surenchère avec la France libre. On connaît de multiples tractations qui se tiennent à Genève. Je connais surtout celle de Freinet, parce que j'ai eu pas mal de documents entre les mains, mais il y en a beaucoup d'autres qui ont essayé de faire de la surenchère en disant, au tournant de 1942, à De Gaulle, oui, on vous soutient, mais il nous faut un peu plus d'argent. Parce que, de toute façon, autrement, les Américains vont pouvoir accepter de nous en donner un peu plus. Donc, ce sont des fidélités qui sont assez fluctuantes. Et puisque je viens de l'évoquer, on a un premier grand tournant qui est le tournant de 1942, qui va, avec beaucoup de guillemets à mes yeux, unifier la résistance. Sauf que la résistance intérieure soutient De Gaulle à mes yeux comme la corde soutient le pendu, pas davantage. Alors pourquoi cette unification? Jusqu'en 1942, la résistance fait surtout du renseignement et n'a pas de problème particulier, sinon les problèmes de gestion, les fournisseurs divers,
les sollicitations des uns et des autres. La résistance extérieure a voulu s'engager tout de suite dans le combat, car c'était en montrant que la France était toujours en guerre que De Gaulle espérait sauver ses intérêts de puissance, d'où la prise de l'oasis de Koufra, puis ensuite Birakem et quelques autres. Mais jusqu'à ce que les Allemands soient acculés en Tunisie et contraints de rembarquer parce que les Alliés avaient débarqué dans le cadre de l'opération Torche au Maroc et en Algérie, tout ça est assez lointain, les connexions entre les deux, résistance intérieure et extérieure, ne sont pas extraordinairement fortes, et les rapports avec les Alliés ne se posent pas encore d'une façon aiguë. Churchill assure l'essentiel de la relation avec la résistance et a réussi à arrondir les angles entre États-Unis et De Gaulle. L'opération Torche change énormément de choses. D'abord, globalement, la quasi-totalité de l'empire colonial va basculer dans les mois qui viennent, après l'hiver 42-43, dans la reprise de la guerre. On va donc pouvoir reconstituer vraiment une armée française, on va dépasser le stade des simples Français libres, et ça va être le grand boulot de Leclerc, reconstituer une armée en réintégrant les naphtalinats. Pas simple. Pour Leclerc, tout officier qui n'a pas eu le même comportement que lui, c'est-à-dire qui a cessé, ne serait-ce que 24 heures, le combat, il n'hésite pas à le qualifier de traître, de dégonflé, de salopard. Et il faut que certains officiers supérieurs, décoration, citation et surtout cicatrices à l'appui, lui disent « Bon, alors maintenant, vous allez vous calmer, parce que ces blessures-là, c'est dans l'été 40 que je les ai vues. Donc je me suis battu. Mais moi, je suis officier, j'obéis. » Et alors là, Leclerc ne comprend plus. Et c'est un de ses formateurs à Saint-Cyr qui un jour va lui dire « Non, il faut vous calmer, parce que si j'ai bien compris, c'est à vous que De Gaulle a confié la charge de réunifier l'armée française. Ça n'est certainement pas en utilisant ce ton que vous réussirez à atteindre votre objectif. Donc vous changez complètement de registre et vous essayez de comprendre que tout le monde n'était pas obligé de réagir comme vous. » D'autant que De Gaulle, qui est très suspect aux yeux des États-Unis, sait parfaitement que seuls les États-Unis pourront équiper l'armée française. Donc il faut faire très attention à la façon dont on va se présenter. Mais ça n'est pas le plus difficile. Le plus difficile, c'est que De Gaulle ne représente en rien pour la majorité des États-Unis. Et étant même un peu suspect aux yeux de Roosevelt, ça n'est certainement pas à lui qu'on souhaite avoir affaire. Et au moment où les Alliés ont débarqué, on avait trouvé un interlocuteur en la personne du général Giraud. Giraud, qui politiquement n'est pas un génie, mais qui est un excellent militaire, qui a totale confiance de l'armée, était à peu près exempt de tout reproche majeur qu'on pouvait faire à des chefs militaires dans la campagne de 40, s'était évadé de l'endroit où les Allemands l'avaient emprisonné, par conséquent, il avait toutes les qualités pour être un interlocuteur à peu près présentable. Manque de chance, quand les combats cessent en Afrique du Nord et que les Américains doivent se préoccuper d'avoir un interlocuteur, Giraud n'est toujours pas arrivé, transport en sous-marin a pris du retard, passons. Mais le hasard veut que l'amiral Darlan se trouve à titre privé à Alger, au chevet de son fils qui est malade. Darlan, c'est pas n'importe qui quand même. C'est le plus étoilé de la marine française. C'est l'homme qui a doté la France d'une des marines les plus exceptionnelles qu'elle ait jamais eues de toute son histoire navale. Seulement le problème, c'est qu'il a aussi un revers. Il a été chef d'un des gouvernements de Pétain. C'est lui qui a autorisé les Allemands à se servir de nos installations aéroportuaires au Levant. Et si c'est lui qui devient un interlocuteur, pour un certain nombre de résistants, il faut se faire à l'idée que l'homme qui va être l'interlocuteur des Alliés et risquer de gouverner la France,
sera celui qui a la responsabilité, au moins morale, sinon directement personnelle, de la mort d'un certain nombre de résistants qui auront été abattus, exécutés, condamnés, exécutés pour faits de résistance antérieurement. La moindre solidarité de combat fait que ça rend la chose absolument insupportable. Et c'est ça qui va sauver De Gaulle. Au même moment, Jean Moulin ramait difficilement pour essayer d'unifier la résistance intérieure, poussé par ce danger de voir des gens qui ne veulent pas voir arriver à la tête du combat les évincer, fait que la résistance intérieure a accepté de déclarer qu'elle est unie, mettre sur pied le Conseil national de la résistance et rendre public un communiqué dans lequel elle déclare purement et simplement qu'elle ne reconnaîtra comme seul chef que Charles de Gaulle, qui a fondé la France libre et que ça n'est pas négociable. Enfin, De Gaulle va se voir infliger quelque chose qui est véritablement une honte. Mais bon, il a réussi à l'oublier. Et surtout, il a la chance de découvrir un interlocuteur qui, dorénavant, va avec le reste des autorités états-uniennes et même britanniques lui faciliter les choses, c'est Eisenhower. Eisenhower n'a pas de Gaulle la même image que celle de Roosevelt. Et par conséquent, c'est lui qui va mettre de l'huile dans les rouages et qui va accepter finalement de laisser faire. Après avoir suggéré la direction bicéphale De Gaulle-Giraud, Eisenhower comprend très vite que De Gaulle a infiniment plus de sens politique que son compétiteur, que par conséquent Giraud va très rapidement se retrouver hors jeu, et Eisenhower laisse faire. Quand il n'y a plus qu'à ramasser les choses, il prévient Roosevelt que dorénavant l'interlocuteur est De Gaulle, mais De Gaulle attendra octobre 1944 pour que le gouvernement provisoire de la République française soit officiellement reconnu par le gouvernement états-unien. Jusqu'en octobre 1944, quand Roosevelt parle du gouvernement provisoire, enfin du CFLN, puis du gouvernement provisoire de la République française, il parle de l'autorité de fait qui dirige à Paris. On peut difficilement être plus désobligeant. Donc, octobre 1944, la résistance est enfin unifiée. Ce qui m'amène à mon troisième point, c'est là qu'elle éclate. Elle était tellement fragile. L'idée de départ de De Gaulle, c'est de faire en sorte d'essayer de démontrer, au moment où on va réunir la conférence de la paix, car il espère qu'il y aura une conférence de la paix en 1940, que la France n'a jamais cessé le combat, qu'elle y a toujours pris la part que ses moyens lui permettaient de tenir, et que par conséquent, elle n'a pas démérité, elle est restée une puissance combattante, et qu'elle a par conséquent droit au chapitre. D'où son intransigeance. Quand il dit « je suis trop faible pour plier », il sait très bien que s'il cède devant un certain nombre de couleuvres qu'on essaie de lui faire avaler, il n'aura jamais plus la possibilité de dire non. D'où ce côté intransigeant. Il y a un côté un peu don quichotesque. Mais, si vous préférez une image de la Bible, prenez David et Goliath. Donc, De Gaulle, depuis 1940, a constitué une administration pour cet État qui assure la continuité de la République. Car je vous rappelle que le 10 juillet, je fais une parenthèse mais importante, le 10 juillet 40, on n'a pas aboli la République. On a simplement confié à Philippe Pétain, maréchal de France, les pleins pouvoirs pour doter la France d'institutions plus satisfaisantes, ce qui faisait l'unanimité dans la société française, car à la fin des années 30, toute la société française est d'accord pour considérer qu'il faut réformer les institutions et renforcer le pouvoir exécutif. Par conséquent, on enfonce une porte ouverte. Le projet a été effectivement réalisé, les Allemands ont interdit à Pétain de le présenter, il n'a jamais été exposé aux Français, et il est assez proche des institutions sous lesquelles nous vivons aujourd'hui. Donc, la République n'a pas cessé, c'est la raison pour laquelle De Gaulle refuse de la proclamer du balcon de l'Hôtel de Ville de Paris. Il a donc mis en place une structure politique
qu'il a doté d'un journal officiel, que la Fondation Charles de Gaulle a réédité il y a une petite dizaine d'années, mais qu'on peut encore trouver ou en librairie ou dans une rêverie. C'est tout à fait intéressant. Si on enlève la couverture et qu'on ne vous laisse que les pages de l'ouvrage, vous avez l'impression d'avoir effectivement entre les mains le journal officiel de la République française. Ceux d'entre vous qui en font une lecture quotidienne, vous voyez la typographie, c'est excitant au possible, il n'y a aucune image, mais vous y avez exactement, on y publie le classement indiciaire des fonctionnaires de la France libre. À chaque fois qu'on les augmente, on publie le nouveau tableau de leur salaire, exactement comme l'a fait jusqu'à une date récente le journal officiel. On y reprend les usages administratifs, on y publie les arrêtés et décrets de nomination aux différentes fonctions administratives. Il s'agit de faire en sorte que le passage de l'état de guerre à l'état de paix se fasse de la façon la plus pacifique qui soit. Et pour ça, ça suppose une administration. Quand il va y avoir un deuxième motif de conflit avec les États-Unis, c'est échapper à la boulotte. Il ne faut pas oublier que depuis le 22 juin 1940, il n'y a plus de France. Il y a 6 morceaux. 2 dont le sort est réglé. Ils sont destinés à être rattachés soit à l'Allemagne, soit à une autre construction géopolitique, mais ils ne seront plus français. Il y a les 2 zones, la réputée libre jusqu'en 1942 et l'occupée, et puis la zone interdite. Et par conséquent, les Américains sont partis d'une idée simple. Tant que les Français n'auront pas recouvré l'intégralité de leur territoire, ne s'y seront pas exprimés par un vote libre, nous allons mettre en place une administration provisoire militaire. Ils ont donc recruté des États-Unis parlant français, imprimé du papier-monnaie, pris un certain nombre de dispositions pour équiper ces gens de tout un outillage administratif qui leur permet d'encadrer 40 petits millions d'habitants sur un territoire largement dévasté, en essayant de maintenir le maximum d'ordre public. Pour De Gaulle, c'est impensable. La France n'a jamais cessé le combat. Les Français doivent donc s'administrer eux-mêmes. Donc il faut préparer toute la série d'ordonnances de façon à éviter les règlements de compte. On a trouvé un système simple, on a coffré beaucoup plus de gens que ce qui était nécessaire de coffrer, quitte à les libérer ensuite, après être sûr d'avoir eu l'essentiel de ceux à qui on voulait demander des comptes. Mais ça a évité tout règlement de compte interne. Il n'y a pas beaucoup de troubles. Hein. Je vais peut-être vous paraître un peu sauvage. On estime à peu près 10 000 le nombre d'exécutions sommaires. C'est peu pour un pays de 40 millions d'habitants qui venait de traverser la crise qu'il avait traversée pendant 4 ans. Mais pour couvrir tout ça, depuis 1942, on a mis en place une assemblée consultative. Comment voulez-vous constituer une assemblée consultative ex nihilo? Aujourd'hui, il paraît qu'on va gérer certains effets du grand débat à travers une commission de gens qui seront tirés au sort. Mais nous vivons dans un pays qui est en situation d'ordre public, mis à part quelques épisodes qui se mesurent en heures. Il n'y a aucune crise grave qui oppose durement les Français jusqu'à être au bord de la guerre civile. C'est peut-être faisable. En 1942, comment les choisir? On a pris d'anciens élus que les mouvements de résistance ont proposés. C'est pour ça que je tenais absolument à vous rappeler que s'ils avaient une coloration politique, ça allait aussi avoir des conséquences. On voit revenir un certain nombre de députés et de sénateurs qui ont siégé dans les 2 assemblées qui ont été mises en vacances le 10 juillet 1940. Et ces gens ont tous une certaine idée de la façon dont ils veulent reconstruire la France. Il y a le programme du CNR. Alors, tout de suite une remarque qui peut vous paraître un peu dure avec ce programme du CNR. Pour les Français, c'est extraordinaire. C'est aussi quand même l'expression d'un archaïsme français. Si on prend la législation de sécurité sociale,
c'est la législation dont jouissent les Allemands depuis 1883-84. Et elle n'aura pas été octroyée parce qu'ils ont été sous un gouvernement de gauche, elle leur a été octroyée parce que c'est Bismarck qui en a pris la décision en s'inspirant des déclarations de l'archevêque de Mayence. Il y a un gros système de rattrapage dans les réformes de la libération. Par contre, sur les institutions qu'on veut mettre en place, sur le modèle de vie politique, sur les grandes réformes économiques, là, De Gaulle est passablement dépourvu, car il s'est lancé dans l'affaire tout seul. Le 17 juin 40, quand il quitte Bordeaux, il a avec lui Chaudron de Courcelles, son aide de camp, 100 000 francs que vient de lui remettre un ministre, et l'espoir que le corps diplomatique installé à Londres voudra bien le rallier. Et là, il aura de grosses déceptions. Il est tout seul. Depuis 1925, où il avait publié son fameux article du 1er mars 1925 qui définissait la politique de défense, car c'est beaucoup plus un homme politique qu'un tacticien, il n'a jamais été un théoricien des chars. C'est désobligeant pour les vrais théoriciens des chars que d'en faire un théoricien des chars. Il a dragué, si vous me passez l'expression dans le monde politique, le politicien qui allait enfin prendre en charge sa doctrine pour préparer la France à la guerre qu'il voyait venir. Mais il n'a aucune force politique. Jules Mock, dans ses mémoires, date très exactement la durée de son gaullisme. Il vous donne la date exacte du jour où il est devenu gaulliste et la date exacte où il a cessé de l'être. Ça coïncide à la libération. Quand je vous disais que la résistance intérieure soutient De Gaulle comme elle soutient le pendu, ils ne veulent absolument pas qu'il reste aux affaires. Ils savent très bien qu'il veut un exécutif fort. Alors vous allez me dire, mais vous avez dit, il y a un instant, tout le monde était d'accord à la fin des années 30 pour mettre un exécutif fort. Ben oui. Le problème, c'est qu'il y a eu 40-45. Le régime de Vichy. Maréchal, nous voilà. Les abécédaires avec le képi pour le K, le bâton pour le B, etc. Proposer un exécutif fort en 45, c'est passé pour un crypto-vichiste. Alors tout le monde ne va pas jusqu'à une assemblée unique, mais par contre, l'idée que l'exécutif doit être étroitement contrôlé et responsable devant le législatif qui exprime la souveraineté populaire, ça, tout le monde est prêt à souscrire. Donc, il va y avoir beaucoup plus de motifs de querelle que d'accord, avec un PC qui, de surcroît, est complètement neutralisé, car il a réussi à faire oublier son passé, et son secrétaire général, qui était revenu, qui a quitté la France, ensuite était condamné à mort par contumace pour désertion devant l'ennemi. Quand il revient en France en 1944, c'est pour devenir vice-président du gouvernement provisoire. Mais tout le monde sait très bien dans l'appareil du parti qu'il y a peut-être des couleuvres qu'il va falloir avaler parce que ces choses-là ont un prix. Relisez les mémoires de Tillon et regardez le malaise que vit Tillon, qui lui est indemne de tout reproche. Il a résisté dès 40. Il le paiera très cher dans les années 50. Mais ayant résisté dès 40, pour lui, il veut bien répondre à n'importe quelle question sur la période 40-45. Il a parfaitement vu ce qui se dessine en Indochine. Mais il est obligé de se taire. De même qu'il a été obligé de se taire quand on ne lui a pas demandé si, quoique ministre de l'aviation, il était d'accord pour qu'on envoie les forces aériennes françaises réduire Sétif et Guelma, où on ne supportait pas la poussée des nationalistes algériens. L'intérêt supérieur du parti obligeait à se taire et à couvrir une politique jusqu'à la rupture qui interviendra en 1947. Donc, il y a une unité qui est extraordinairement fragile. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a le MRP. Ça passe pour le parti gaulliste. Oui, mais le problème du MRP, c'est qu'il a des leaders qui sont très en avance sur leur électorat. Et par conséquent,
c'est quand même une force relativement fragile. De surcroît, ils ont le sentiment qu'ils affirment clairement qu'ils apportent leur soutien à De Gaulle, ça va leur coûter très cher électoralement. Donc le MRP, sur le projet de deuxième constitution, va proposer aux Français de l'accepter en leur disant qu'il faudra bien un jour la réviser. C'est pas très motivant pour accepter un texte de constitution, on n'est pas bon, mais acceptez-le quand même. On s'efforcera de l'améliorer un petit peu après. Donc vous voyez que l'unité a été très éphémère. Et à partir de là, on peut comprendre que les mémoires aient elles-mêmes été très éclatées. Alors, mémoire et révision, ça sera mon dernier point avant 2 mots, puisque vous m'avez demandé de le faire sur la déportation. Il y a une espèce de connivence qui s'établit, alors je ne sais pas si... Je ne pense pas qu'il y ait de texte écrit, ça m'étonnerait. Mais il y a un accord tacite parce que les deux forces ont parfaitement compris que c'était quelque chose qui allait leur faciliter les choses et leur simplifier la vie. Qui est une espèce de présentation passablement caricaturale de ce qui s'est passé entre 40 et 45 par les gaullistes et les communistes. De Gaulle va accréditer l'idée que les Français ont été exemplaires et que tout le monde a résisté. Enfin, le plus gros mensonge gaulliste, c'est quand même son allocution sur le balcon de l'hôtel de ville. Paris libéré par lui-même. Libéré par lui-même, enfin je veux bien, par une poignée de résistants. Il n'y a pas plus de 500 types à la préfecture de police qui se sont insurgés. Les autres, c'est un grand coup de pied dans le Badérin qu'on les a amenés au combat. Le port de la fourragère rouge par les forces de la préfecture de police, c'est quand même quelque chose qui est assez cocasse. La grande inquiétude des Parisiens au moment de la libération, c'est un coup de force communiste. Le grand-père maternel de Giscard d'Estaing, Bardot, passe l'essentiel de son temps, il publie d'ailleurs un livre à ce moment-là, sur le danger d'une prise du pouvoir par les communistes à Paris. Manquait un peu de sens des réalités, mais c'est le vieil héritage de la deuxième moitié des années 30. Avec quelque chose auquel, je ne pense pas que ce soit vous que j'ai besoin de le dire, parce que vous vous intéressez suffisamment à l'histoire pour en être conscient, mais pour beaucoup de jeunes aujourd'hui, c'est très difficile à leur faire comprendre. Aujourd'hui, quand vous dites à un gamin de 17 ans qu'on a craint en 1945 une prise du pouvoir par les communistes, ils rigolent. Bon, ils ne savent même pas s'il y a encore un parti communiste, ils sont incapables de vous en donner le chef, et ça n'inspire plus franchement de crainte. Et l'homme au couteau entre les dents dans les années 30, reprenez les affiches et lisez quelques témoignages. Il y a un témoignage qui est extraordinairement intéressant, c'est celui de la manifestation qui célèbre la victoire du Front populaire en mai 1936 et qui monte au mur des fusillés, des fédérés au Père-Lachaise. Car on a deux versions. On a celle de Frossard, qui ne savait pas qu'il finirait sa vie comme éditorialiste au Figaro et qui est à l'époque un gamin de 6 ans, sur les épaules de son père, qui est dans le cortège des élus et des militants des forces de gauche qui montent au Père-Lachaise pour célébrer la victoire électorale. Cortège joyeux, certes de temps en temps on chante un couplet de l'Internationale, mais c'est pas du tout agressif, on chante davantage Le Temps d'Esprit ou d'autres chansons du milieu ouvrier, et c'est la satisfaction après une victoire électorale. Et dans un de ses romans, Benoît de Groux raconte la même chose, puisque ce jour-là, elle fait des courses avec sa tante, qui entend vaguement la rumeur des chansons populaires qu'elle reconnaît et qu'elle identifie, et que pour que la gamine ne soit pas traumatisée, rentre sous une porte cochère, la met sous son manteau, on est au mois de mai, il fait encore un peu frais, d'avoir un manteau léger, et fait en sorte qu'elle ne voit pas le passage de ces hordes rouges qui montent au Père-Lachaise célébrer leur victoire électorale. Je trouve que dans le double récit d'un même événement, on parlait tout à l'heure de mémoire et de différentes perceptions, on voit bien ce que représente dans une partie